Le rôle de Morbihan Énergie est propriétaire des lignes électriques à haute tension et basse tension dans le département. Et Morbihan Énergie contrôle l'utilisation de ces lignes. Morbihan Énergie a plusieurs compétences tournant autour de l'énergie, développement des ENR, développement des smart grids, achat groupé de gaz, développement de l'écomobilité, développement de la data. Notre rôle est, dans le cadre de la transition énergétique, de faire de cette transition une réalité avec l'ensemble des collectivités et des départements qui adhèrent à notre structure. En fait, notre souci, c'était de créer un siège qui réponde à nos compétences et qui soit une belle vitrine pour le développement de nos compétences. En fait, il nous fallait un bâtiment, évidemment, énergie positive, labellisé, qui puisse offrir une qualité de travail au-dessus de la moyenne, parce qu'on pense que ça fait partie des valeurs importantes de l'avenir. Donc nous avons lancé un appel à la concurrence, nous avons réalisé un concours. Suite à ce concours, le cabinet Arco a été retenu et je crois pouvoir dire qu'on s'en félicite parce qu'on a pu, avec lui, après les éléments du concours, parfaitement développer à la fois le bâtiment que l'on voulait, c'est-à-dire un bâtiment passive house facile à vivre, mais on a su aussi y développer en partenariat avec eux notre smart grid qui s'appuie sur une production d'électricité, un stockage et une réutilisation à tous les échelons. Donc le bâtiment du SDEM à Vannes, c'est un bâtiment pilote, c'est un peu un bâtiment tertiaire de demain. C'est un bâtiment qui a toute la panoplie des bâtiments que l'on dit bâtiments BEPOS, qui est labellisé Passivos, mais qui est aussi une vitrine de tout ce qui peut se faire en ce moment en architecture bioclimatique et aussi en système électrique du futur. Puisque le site en lui-même est exceptionnel, aux portes de Vannes, tout près de la 4 voies et de la rocade de Vannes. C'est un site très boisé, que l'on a voulu préserver, c'est-à-dire que le bâtiment vient s'inscrire dans la clairière du site sans heurter. On ne fait pas de coupe franche dans le terrain, tout vient assez naturellement. Et le bâtiment suit un petit peu la courbe du terrain naturel. Et le fait de suivre la courbe du terrain naturel permet de retrouver des qualités intrinsèques du site pour les transcender, les sublimer et en faire quelque chose d'autre. Pour le bâtiment lui-même, c'est un bâtiment qui est surisolé et pourquoi il est surisolé? Puisque les bâtiments BEPOS labellisés Passivos nécessitent une isolation renforcée sur toutes les faces et surtout sur la face, la cinquième façade qui est le toit. Et ce toit est en lui-même entièrement recouvert de panneaux photovoltaïques. En effet, les bâtiments BEPOS nécessitent un grand nombre de panneaux photovoltaïques puisqu'il faut un grand nombre d'énergies renouvelables pour le projet. Ces panneaux photovoltaïques sont complétés par quelques éoliennes, il y a 2 éoliennes sur le site, et de la géothermie avec une pompe à chaleur RO. Donc on a vraiment tout le panel des procédés en ce moment que l'on peut utiliser sur un bâtiment de ce type. Donc là, nous sommes devant le premier tableau qui figure le smart grid sur ce bâtiment Passive House. On produit avec le photovoltaïque et les éoliennes. On envoie ça dans un Power Management System qui, en fonction du skies, décide de stocker, d'alimenter les véhicules électriques et bien sûr, en priorité, d'alimenter le bâtiment. En fonction de la façon dont on gère, soit on tire sur le réseau, soit on en renvoie dans le réseau. Actuellement, on renvoie 21 kW dans le réseau. Il faut quand même savoir que ce smart grid qui paraît simple comme ça s'appuie sur un renvoi aussi du véhicule électrique vers le bâtiment, s'appuie aussi sur une adéquation avec la météo, c'est-à-dire qu'on prend la météo de la veille et avec cette météo et les algorithmes d'usage qu'on a du bâtiment, on arrive à savoir ce que l'on va produire, ce que l'on va consommer le lendemain et quand. Et à partir de là, on peut savoir si on stocke ou si on renvoie dans le réseau, voire dans le cadre d'une autoconsommation collective, à nos voisins du lotissement et de la salle des sports qui sont sur le même poste de transformation HTVT que nous. Donc au bout d'un an de vie de travail dans ce bâtiment, je pense que les gens sont assez heureux du résultat final, puisque à la fois en termes de confort, que ce soit un confort visuel, beaucoup de lumière naturelle, de confort acoustique, de confort de conversation pratiquement nul. Je pense que les gens sont assez heureux du résultat.
C'est un bâtiment qui est souvent visité pour ses caractéristiques propres, que ce soit au niveau breton, national, voire même européen et mondial. Au bout d'un an, le résultat énergétique, je crois, est assez satisfaisant. La consommation est très faible. Je parle de consommation électrique et énergétique est assez faible. Et c'est un bâtiment qui fait bon vivre, je pense, parce que chaque fois qu'on retrouve ce bâtiment, qu'on le fait visiter par des maîtres d'œuvre ou des maîtres d'ouvrage, on retrouve une qualité d'espace, de lumière et de vie qui est vraiment satisfaisante. On a réussi à trouver des compromis, entre les compromis techniques, bien sûr, qui étaient assez forts, les compromis esthétiques, architecturaux, les compromis urbains, environnementaux, et tout ça s'est traduit par un bâtiment qui, je pense, est assez bien réussi, à la fois en termes d'architecture, de technique et d'usage. Synthétiquement, je dirais qu'il y a eu deux niveaux de discussion. Il y a peut-être eu un niveau entre l'architecte Xavier et moi-même ou mon adjoint pour prendre des orientations très fermes sur ce qu'on voulait faire de ce bâtiment. Et puis il y a eu une autre discussion qui a eu lieu au niveau du terrain, qui nous a sans doute valu d'ailleurs le prix AMO qui nous a été délivré il y a 2 ans. C'est-à-dire que c'est la juriste de l'équipe chez nous qui est allée aux directions de travaux, parce que nous on est tous des maîtres d'œuvre en puissance. Personnellement j'ai été directeur des bâtiments d'un conseil général, donc c'est toujours très difficile de garder la bonne casquette. On est maître d'ouvrage ou on est maître d'œuvre, mais quand on a été l'un, on a du mal à devenir l'autre. Et je pense que le dialogue s'est très bien fait entre la direction de travaux prévue dans l'opération de maîtrise d'œuvre du cabinet d'architecture, notre présence en tant que maître d'ouvrage représentée par notre juriste, et en dehors de ça, quand il y avait problème, des discussions de direction ou d'équipe qui se faisaient autour d'une table, ce qui a valu globalement de régler la plupart des problèmes qu'on a rencontrés, parce qu'on ne fait jamais un bâtiment comme ça sans en rencontrer, mais qui ont été réglés de manière, je ne vais pas dire forcément rapide, mais de manière efficace.